Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler de la création du cabinet Phare Avocat. On parlera également surveillance des emails des salariés et enfin sanctions économiques et lutte contre le travail forcé. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Muller, cofondateur de Phare Avocat. Daniel Muller, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que Phare Avocat ? Alors, Phare Avocat, c'est surtout une création entre des bons amis. On se connaît depuis longtemps, on se rencontrait sur le banc de la fac et on a beaucoup pratiqué en fait ensemble déjà dans le domaine du droit international, devant des tribunaux et cours internationaux. Et le constat était effectivement que la pensée française et l'approche civiliste au droit international est un peu sous-représentée dans ce domaine. Paris ne joue pas un très grand rôle en fait dans ce contentieux qui est aujourd'hui largement dominé par l'approche anglo-saxon et par des barristères et des chambers de Londres. Et nous, on a donc travaillé ensemble tout en ayant une approche un peu différente. Un de mes cofondatrices, professeur Alina Miron, elle est une excellente professeure en droit international qui pratique aussi. Notre cofondatrice, maître Héloïse Bagère-Pellet, elle a travaillé en tant qu'avocate à Paris et développé une pratique importante en matière de fonction publique internationale. Maître Romain Pierry, lui aussi, il a travaillé dans le contentieux en droit international et dans la médiation. Et moi, je suis passé par un doctorat en droit international, puis je suis passé par un grand cabinet anglo-saxon pour voir un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Et toute cette combinaison nous a encouragé en fait de créer effectivement notre propre structure. Alors, pour résumer un peu, quelle est la spécificité de Phare Avocat ? Donc je pense d'abord c'est notre polyvalence. Donc comme je l'ai expliqué, enfin, on vient bien qu'on se connaît depuis longtemps, on vient à plusieurs horizons très différents, mais tout en parlant de la même langue, on a une confiance qui est particulière entre nous. Donc on sait en fait ce qu'on peut offrir aux clients. Et en fait, l'idée c'est aussi de offrir aux États, parce que c'est essentiellement ça notre cible, un service qui comprend tout, aussi bien au niveau du conseil, donc le pré-contentieux, que le contentieux devant les différentes cours et tribunaux internationaux, donc essentiellement à La Haye ou à Hambourg, et également la gestion logistique de ces dossiers qui sont très particuliers, eu égard en fait les besoins particuliers des États, les questions diplomatiques, l'importance des questions, la sensibilité politique en fait de certaines questions qu'on traite. Est-ce que vous allez travailler aussi avec des partenaires ? Effectivement, en fait, c'est tout à fait normal en fait dans ce domaine-là qu'on travaille pas forcément toujours tout seul, mais qu'on a l'objectif de créer pour chaque dossier une équipe flexible qui répond vraiment aux besoins spécifiques du dossier, aussi bien au niveau des connaissances, des spécificités, la spécialité du domaine concerné, que par l'approche multilangue, anglais-français, et une approche aussi anglo-saxon, civiliste, parce qu'il faut parler aux différents juges internationaux dans la langue qui leur convient. Pour terminer, quelles sont les perspectives de développement pour Phare Avocat ? Donc on est finalement au début de la création. Donc le premier objectif, c'est effectivement d'imposer un petit peu la marque Phare Avocat sur le marché parisien et à l'international, et effectivement de consolider notre portefeuille des clients dans différents domaines, peut-être élargir aussi sur d'autres domaines où aujourd'hui en fait il faut de nouvelles compétences, genre l'environnement, droit de la mer, problèmes qui sont causés aujourd'hui pour des petites îles. Donc des recrutements envisagés peut-être ? Donc c'est peut-être un peu tôt, mais effectivement l'idée de Phare Avocat aussi de engager des jeunes qui sortent souvent de la fac et qui savent pas quoi faire avec une connaissance solide en droit international, parce que c'est un domaine qui n'est pas beaucoup pratiqué comme ça. Effectivement, c'est une idée qu'on a pour créer aussi l'ambition chez les jeunes d'entrer dans ce domaine-là très particulier de la pratique du droit. On va terminer là-dessus. Merci Daniel Muller d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup.
Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler surveillance des emails des salariés avec mon invité Camille Smadja, associée au sein du cabinet DJS Avocats. Camille, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors aujourd'hui, on voit une tendance qui se dégage, c'est que les entreprises utilisent ou songent à utiliser des logiciels de surveillance des emails des salariés. Comment analysez-vous ce phénomène ? Oui, effectivement. Alors, il faut bien distinguer deux choses. L'utilisation par les entreprises de manière spontanée des emails des salariés, dans le cadre, par exemple, d'un litige avec un ancien salarié, pour se ménager, en fait, une preuve. Et la tendance dont vous faites part et qui se vérifie, qui consiste à utiliser des logiciels plus intrusifs pour vérifier la productivité des salariés. Et ce phénomène est en fait lié à l'essor du télétravail, notamment suite à la crise que nous traversons, puisque de plus en plus d'employeurs craignent qu'avec un recours accru du télétravail, les salariés en profitent pour faire autre chose et la productivité de ces derniers et donc de l'entreprise en supporte les conséquences. L'idée, c'est un peu de contrôler l'activité de ces salariés. Exactement. Et donc là, les entreprises ont recours à toutes sortes de logiciels. Il y a des logiciels espions qui, par nature, sont interdits. Et après, il y a des logiciels intrusifs qui peuvent être autorisés sous certaines conditions et qui sont de toutes sortes. Il peut y avoir des logiciels qui permettent, avec la webcam, de vérifier en fait si les yeux bougent bien. Il y a des logiciels qui permettent de voir le nombre d'emails qui ont été envoyés par jour, les clics-souris. Donc, il y a Upstaff, il y a alors j'ai pas tous les noms, mais voilà, je crois qu'il y en a un qui s'appelle DoctoTiming et un autre Clever Control. Même Microsoft avait mis au point un logiciel assez intrusif, mais il a rétropédalé. Mais tout ça, c'est vraiment voilà pour contrôler la productivité du salarié dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur. Alors, jusqu'où peut aller l'employeur, justement ? Alors, tout est une question de proportionnalité. C'est assez clair sur le site de la CNIL. L'employeur peut mettre en place des logiciels de contrôle, mais il faut bien évidemment que le salarié soit au courant, en soit informé préalablement. Alors ça peut passer par le contrat de travail, le règlement intérieur, une charte informatique, les IRP, donc les instances représentatives du personnel également, le CSE quand il y en a, et le salarié donc voilà doit être informé du but en fait de la mise en place de ce logiciel. Il faut pas que ça soit entre guillemets pour fliquer le salarié, mais plutôt pour vérifier la productivité. Quel but? Est-ce qu'il y a des mesures moins contraignantes ou pas? Est-ce que c'est pour... Alors, il y a d'autres sortes de logiciels. Il y a des logiciels de filtrage pour bloquer certaines pages, pour éviter des attaques. Et voilà, tous ces logiciels, en fait, doivent être destinés à atteindre un but précis et ne doivent pas être trop contraignants. Et le but, évidemment, c'est pas de pouvoir regarder tout le temps le salarié pour le surveiller à distance. Donc, l'employeur doit informer ses salariés. Quels sont les autres droits du salarié ? Alors, évidemment, tous ces systèmes sont très intrusifs. La limite, c'est la violation des correspondances et de la vie privée du salarié, puisque même sur le lieu de travail, le salarié a droit à une vie privée. Et donc, les droits du salarié, c'est justement de vérifier que le but à atteindre ne peut pas être atteint par d'autres moyens. Et s'il y a un doute, s'il n'est pas informé, il peut s'en référer à l'inspection du travail, à la CNIL, au CSE, il peut porter plainte au pénal ou saisir en référé le Conseil des prud'hommes. Après, voilà, il y a des choses qui sont plus sues par les salariés, par exemple les messageries professionnelles, tout ce qui est en fait donné par l'employeur ou prêté par l'employeur à ses salariés, les ordinateurs, les téléphones personnels. Là, dans ce cadre-là, les messageries et tout ce qui est sur ces supports-là sont présumés être à l'employeur. Donc, l'employeur donc, un peut usage avoir professionnel. Exactement. Donc, peut y avoir accès. En revanche, le salarié, ce qu'il peut faire, s'il y a des correspondances privées, à supposer que celle-ci soit quand même raisonnable, c'est d'écrire avant chaque email privé ou personnel pour bien identifier les emails auxquels l'employeur ne peut pas avoir accès. Pour terminer, peut-être d'autres recommandations pour les salariés ? Bien lire le règlement intérieur ou la charte informatique, parler aux instances représentatives du personnel en cas de... Plutôt avoir un échange. Exactement. Et après, c'est vrai que là, on voit de manière croissante des salariés qui
utilisent en fait les règles sur les données personnelles pour négocier avec leur employeur dans le cadre d'un départ, voilà, pour avoir une négociation plus intéressante. Merci Camille pour votre éclairage. Merci Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler sanctions économiques et lutte contre le travail forcé avec mon invité Jan Dunin-Vasovic, avocat au sein du cabinet Hughes Hubbard & Rind. Jan, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les enjeux de la lutte contre le travail forcé? Alors, fondamentalement, le travail forcé, c'est une violation des droits humains. C'est une notion englobante que l'Organisation internationale du travail définit comme tout travail ou service qui est exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de son plein gré. La lutte contre ce fléau, le fléau du travail forcé, en particulier au sein des chaînes d'approvisionnement, est en train de s'intensifier et de s'accélérer. Pour les entreprises, puisque l'enjeu ici est celui de la conformité aux droits humains, il y a un triple enjeu, un enjeu réputationnel, un enjeu économique et un enjeu juridique. Et ces enjeux sont tous les trois grandissants. À mon sens, l'intensification de la lutte contre le travail forcé a trois causes principales. Le premier, malheureusement, c'est que c'est un problème qui est en train de s'étendre. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 25 millions de personnes dans le monde qui sont victimes du travail forcé. Et le travail forcé engendrerait près de 130 milliards d'euros de profit chaque année. Deuxièmement, en 2015, les États membres des Nations Unies se sont engagés dans le cadre d'un nouveau programme de développement durable, au terme duquel, à l'horizon 2030, ils se sont engagés d'éradiquer le travail forcé mondialement, objectif particulièrement ambitieux. Enfin, troisièmement, et c'est sans doute le moteur, ici l'élément moteur dans la lutte contre le travail forcé, la situation dans la province du Xinjiang en Chine a mis en lumière la problématique du travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises multinationales. Parlons un peu, vous avez évoqué la situation internationale, venons à l'Union européenne. Que fait l'Union européenne pour lutter contre le travail forcé ? L'Union européenne est en train de développer une boîte à outils pour lutter contre le travail forcé. D'une manière générale, je pense qu'on peut dire que l'Union européenne, les travaux de l'Union européenne dans ce domaine s'inscrivent plus généralement dans les efforts de l'Union européenne pour lutter, pour défendre les droits de l'homme et ses valeurs. Et je voudrais insister là-dessus, l'Union européenne veut vraiment faire concourir les entreprises européennes à la défense des droits de l'homme et donc ici aussi à la lutte contre le travail forcé. Concrètement, comment fait-elle ? Alors concrètement, on voit des mesures prises dans plusieurs piliers de politique européenne, la politique commerciale, la politique étrangère, et bien sûr aussi dans le cadre des travaux en cours sur le projet de directive créant un devoir de vigilance européen. En décembre 2020, et c'est là qu'interviennent les sanctions économiques, l'Union européenne s'est dotée d'un nouvel instrument permettant de prendre des sanctions économiques ciblées pour répondre à des violations graves des droits humains. Ce mécanisme, ce dispositif a été déclenché en mars 2021 avec une série de mesures qui visaient 7 pays, dont la Chine, en lien avec le travail forcé. Puis, au mois de juillet, l'Union européenne a adopté des orientations très importantes qui offrent des recommandations très concrètes pour aider les entreprises à lutter contre le travail forcé dans leurs activités, c'est-à-dire pas seulement les chaînes d'approvisionnement, mais plus généralement toutes leurs opérations. Il faut savoir qu'en septembre de cette année, la Commission européenne a aussi annoncé qu'elle présenterait prochainement une proposition pour que soit interdite au sein de l'Union européenne la vente de produits importés et qui auraient été préparés, fabriqués avec du travail forcé, ce qu'on appelle le import ban. Donc vous voyez qu'il y a ici plusieurs initiatives, plusieurs outils qui sont en train d'être développés et les entreprises ont tout intérêt à s'y préparer. Revenons du point de vue international, quels sont les standards internationaux en la matière ? Oui, alors il existe un cadre international assez développé, notamment on peut évoquer ici le principe 12 des principes directeurs des Nations Unies
sur les entreprises et les droits humains qui indique que les entreprises doivent respecter les droits de l'homme les plus fondamentaux, et ce socle inclut bien sûr les droits fondamentaux tels que prévus par l'Organisation internationale du travail. On a plusieurs traités, plusieurs outils, du soft law aussi. En France, nous avons le devoir de vigilance ici qui est aussi concerné par ces problématiques. Mais véritablement, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a de nouveaux outils, notamment au niveau du contrôle des importations, au contrôle des exportations et les sanctions économiques qui sont en train d'être déployées pour mettre en œuvre tous ces objectifs. Donc il y a une vraie tendance de fond qui se dégage. Absolument. Alors, quels ont été les événements marquants en 2021 au niveau de l'Union européenne en matière de sanctions économiques pour lutter justement contre le travail forcé ? Alors en 2021, il s'est passé plusieurs choses. J'ai évoqué déjà les décisions prises au mois de mars 2021 avec plusieurs désignations prises sur la base de cet outil pour répondre aux violations des droits humains. Il faut savoir que c'était une action qui a été coordonnée avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada notamment. Pendant l'été, au mois de juillet, on a vu l'adoption d'un nouvel instrument juridique permettant la prise de mesures de sanctions économiques visant la situation au Liban. Donc, il n'y a pas encore eu de désignation sur la base de cet instrument-là. Et puis, à l'automne, le 5e paquet de mesures restrictives concernant la situation en Biélorussie et des discussions qui continuent justement pour répondre aux défis que pose l'instrumentalisation des vies humaines dans la politique étrangère de certains pays, au premier chef desquels la Biélorussie. Et puis, on est en train de voir aussi des travaux qui continuent, notamment sur la refonte de la loi de blocage européenne. Et si on prend un petit peu plus de distance et qu'on regarde ce que l'Union européenne est en train de faire, on est en train de s'apercevoir aussi qu'il y a de plus en plus de coordination avec les États-Unis, notamment dans le domaine des sanctions économiques, ce qui est un développement tout à fait intéressant. On va conclure là-dessus. Merci Yann d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.